La loi de Dalton. Alors, dans l'air que nous respirons, il y a un mélange de plusieurs gaz. Il contient à peu près 21% d'oxygène, 78% d'azote et un tout petit peu de CO2. Ouais, c'est négligeable. Alors, en camembert, pour les pâtes et pour les... Je reprends. La loi de Dalton. Dans l'air que nous respirons, il y a un mélange de gaz. Alors, on va retenir les plus importants. L'oxygène, 21% à peu près. L'azote, 78%. Et le CO2 qui est négligeable. Représentation en camembert pour les passionnés de fromagerie. Alors, à la température donnée, la pression d'un mélange gazeux est égale à la somme des pressions qu'aurait chacun des gaz s'il occupait seul le volume total. La pression de chaque gaz s'appelle la pression partielle. D'accord ? La pression partielle d'un gaz est égale à la pression absolue que multiplie le pourcentage de ce gaz dans le mélange gazeux. Ça veut dire, on prend la pression partielle du gaz égale à la pression absolue fois le pourcentage de ce gaz. Pour l'air, la pression absolue c'est égal à la pression partielle d'azote, d'oxygène et de CO2. Vous voyez avec ces petites bouteilles là, si on prend la pression partielle 300 plus 600 plus 450, ça nous donne, eh oui, 1350. Alors, pourquoi on vous parle de ça ? Ça va être intéressant quand vous allez faire de la profondeur. En surface, on a 1 bar. Pression partielle d'azote, 0,8 bar. Pression partielle d'oxygène, 0,2. On est d'accord. Donc là, on respire, en ce moment, on a 0,2 bar de pression partielle d'oxygène. Quand on va descendre à 10 mètres, étant donné qu'on a plus de pression, on va avoir plus d'azote, on est d'accord, en pression partielle. Et la pression partielle d'oxygène aussi, elle va être doublée, 0,4. À 25 mètres, 0,7 bar. Alors, c'est intéressant parce que plus on a une pression partielle d'oxygène élevée, plus on va être oxygéné finalement. C'est comme si vous étiez sous oxygène directement à l'hôpital. Ça va poser un problème aussi. C'est à la remontée. Et ça, on le verra après. Donc on va voir le mécanisme de la syncope hypoxique. La syncope hypoxique, elle se déclenche quand le niveau d'oxygène est trop bas pour accélérer l'oxygénation du cerveau. Le cerveau, il dit, hop, je me mets en veille, je coupe tout, comme ça j'économise l'oxygène. Quand le niveau de CO2 atteint un certain seuil, on a le réflexe inspiratoire qui se déclenche, d'accord ? Et c'est ça qui entraîne la noyade. Si les voies aériennes sont immergées, et si notre copain, notre cher Buddy, n'est pas venu nous secourir en nous bouchant les voies aériennes. En poids constant, le risque est majoré. Pourquoi ? Parce qu'en fin de remontée, la chute brutale de la pression partielle d'oxygène. Donc la syncope peut survenir jusqu'à 1 minute après l'immersion, et le plus souvent sans aucun signe annonciateur. Pourquoi ? Parce que comme on vient de le voir ici, il n'y a que le CO2 qui est un seuil d'alerte pour le corps. C'est le CO2 qui déclenche la réponse ventilatoire, d'accord ? L'oxygène, lui, il n'y a pas de seuil qui vous dit « tac, je passe en dessous, il faut que je respire ». Non, non, non. C'est juste le cerveau se met en veille et c'est là que vous tombez en syncope. Donc les symptômes de la syncope vus par l'apnéiste de sécu. Un lâcher de bulle, un arrêt brutal, une absence de réaction, un non-respect des consignes, une accélération, changement de direction, perte de connaissance, évidemment. Pour l'apnéiste lui-même, à la rigueur, il peut ressentir les jambes lourdes, des picotements dans les doigts, une vision avec des petits points noirs. Mais au final, il n'y a pas vraiment de signe clair pour l'hypoxie. Parce que ce que je vous ai dit là, les jambes lourdes, c'est l'installation d'une vasoconstriction qui est une adaptation à l'apnée au final. Les picotements dans les doigts, c'est pareil. Des petits points noirs dans les yeux, c'est pareil, si on s'adapte à l'hypoxie. Donc il faut être très vigilant sur sa conscience. Le mieux, c'est d'essayer de s'interroger sur sa propre conscience. Essayez de voir, c'est un peu comme dans Inception, avec votre toupie. Il faut que vous ayez votre propre toupie mentale pour savoir si vous êtes conscient ou pas. Alors, les conduites à tenir. Si vous êtes en immersion, pour les victimes en immersion, il faut une intervention immédiate. Donc, on applique le protocole RIFA, c'est-à-dire on occulte les voies aériennes et on remonte la victime à la surface.
En surface, on enlève le masque ou le pince-nez, on fait 2 insufflations nasales, on attend d'abord quand même de voir s'il a repris son souffle naturellement. Hein. Donc il faut le stimuler. On lui souffle sur le visage, on peut lui mettre des petites tapes, en fonction de si on l'aime ou pas, son copain, on peut mettre des petites tapes de plus en plus fortes. Après, on insuffle dans le nez, pas dans la bouche, parce que la bouche, elle peut être contractée à cause de la syncope, peut y avoir de l'eau dans la bouche, donc on fait attention à ça. On donne l'alerte, on le met sous oxygène. Il faut surtout faire attention après à la surveillance, en adaptant les gestes de secourisme à l'évolution de la situation. Et on met fin à la séance. C'est fini, hop, on arrête tout, on attend l'arrivée des secours pour tout le monde. Prévention, donc il faut être en forme, pas d'hyperventilation, pourquoi? On va le voir juste après. Ne pas forcer, pas de statique au fond, pourquoi? À cause de la pression partielle. Et remonter avant de sentir le besoin de respirer. Voilà. Pourquoi? Parce que si on sent le besoin de respirer au fond, quand on va remonter, notre pression partielle va chuter en oxygène, évidemment à cause de la pression. Et là, on n'aura plus assez de pression partielle d'oxygène pour alimenter notre cerveau. Alors, perte de contrôle moteur, la samba et la syncope. Alors, moi j'aime bien dire la samba parce qu'il y a un petit côté exotique. La samba, ou la PCM, perte de contrôle moteur, c'est une série de mouvements incontrôlables, sans perte de connaissance. C'est juste avant la syncope. C'est la pression partielle d'oxygène est tellement basse que le corps n'arrive plus à se gérer. Mais elle n'est pas encore assez basse pour arriver à la syncope. Dans le cas du samba, on ne passe pas directement de la conscience à la syncope, mais par un état intermédiaire où il y a une perte de vigilance et une manifestation des troubles moteurs. Le sujet ne sait plus ce qu'il fait sans pour autant être évanoui. La syncope, c'est vraiment une perte de connaissance, c'est un état d'inconscience, réversible, heureusement. La pression partielle a atteint un seuil critique, l'organisme se met en veille. Économie d'énergie, clac, le cerveau se coupe. Schéma de la syncope hypoxique ou pas de syncope encore. Alors, pression partielle d'oxygène. Donc là, vous partez en apnée. Évidemment, la pression partielle d'oxygène, elle, va diminuer au fur et à mesure qu'on avance dans l'apnée, d'accord? Ça, c'est notre pression partielle de CO2. Notre pression partielle de CO2 va augmenter au fur et à mesure de notre apnée, puisque c'est le déchet avec la consommation d'oxygène. Ici, c'est le seuil qui stimule la reprise ventilatoire. Donc c'est le seuil, c'est le niveau de concentration suffisante de CO2 qui va stimuler la reprise ventilatoire, d'accord? En rouge, c'est le seuil syncopal. Ça veut dire que si vous dépassez ce seuil, si la pression partielle d'oxygène diminue en dessous de ce seuil, là, vous allez faire une syncope. Donc, une apnée normale. Hop, on y va. On part sur l'oxygène. On descend, allez, on avance. On tourne aux 150 mètres, 175 mètres. Là, on arrive aux 200 mètres. Ici, on dit on est aux 200 mètres ici. Pourquoi on rompt l'apnée? Parce que notre taux de CO2 est arrivé à notre limite maximale pour notre détecteur, d'accord? Donc là, ça veut dire reprends ta respiration tout de suite, j'en peux plus. Mais, vous voyez, vous étiez quand même, il y avait de la marge pour le seuil syncopal. Donc tout va bien. On est d'accord? Maintenant, comment on peut atteindre le seuil syncopal? Eh ben, alors, déjà avec l'hyperventilation. Puisqu'avec l'hyperventilation, alors là c'est sans hyperventilation, vous avez vu, hop, sans hyperventilation, reprise, nickel. Mais avec hyperventilation, on ne va pas augmenter notre taux de CO2, notre taux d'oxygène, pardon, on ne l'augmente pas, mais par contre on va diminuer beaucoup, on va énormément diminuer notre taux de CO2. Donc au lieu de partir d'ici, on va partir de là. Donc ça veut dire que pour atteindre notre seuil de rupture d'apnée, notre seuil de reprise ventilatoire, il va falloir beaucoup plus de temps, puisqu'on est parti plus bas. Donc allez, c'est parti, on fait notre apnée. Mais on a hyperventilé juste avant. Allez, on arrive. Là, on tourne aux 200 mètres, on est content, on bat notre record, en plus on dit, ouais, c'est génial. Et là, pouf, syncope. Alors qu'on n'a même pas eu envie de respirer. Pourquoi? Si on regarde, finalement, on n'était même pas arrivé à notre seuil de rupture d'apnée. Parce que le taux de CO2 était beaucoup diminué à cause de l'hyperventilation. Et c'est ça le problème. Donc ne jamais hyperventiler. L'hyperventilation, c'est comme un rinçage. C'est comme si vous nettoyez vos poumons de CO2.
C'est la technique du petit chien, vous savez, des femmes enceintes, là, quand elles accouchent. Ça veut dire une fréquence, une amplitude inappropriée aux besoins physiologiques. Quand vous courez, vous respirez violemment, vous faites... Mais là, c'est approprié, donc c'est pas de l'hyperventilation. Quand vous sortez d'un 16 x 25 mètres, 16 x 50 mètres, vous ventilez énormément, mais vous n'êtes pas en hyperventilation, c'est juste un besoin normal physiologique, d'accord? Alors les effets immédiats de l'hyperventilation, c'est une baisse du taux de CO2 pulmonaire et sanguin, mais pas d'augmentation en saturation d'oxygène. L'organisme et le seuil de reprise ventilatoire est décalé. L'hyperventilation, c'est un facteur qui présente un risque majeur, car l'hyperventilation modifie les valeurs de CO2 habituelles. Certaines personnes sont très ou trop tolérantes au CO2. C'est un risque de syncope sans alerte préalable. Donc là, même pas besoin d'hyperventilation, des fois pour certaines personnes, pouf, syncope avant d'atteindre leur taux de tolérance au CO2. Il y a aussi je voulais vous parler d'un autre effet du CO2. Le CO2, ça acidifie le sang. Et plus le sang est acidifié, plus l'oxygène passe du sang dans les muscles ou du sang dans le cerveau. Et ça, c'est génial. Parce que c'est bien d'avoir beaucoup d'oxygène en stock dans le sang, mais si vous ne le délivrez pas, ça ne sert à rien. Alors, plus vous êtes acide, plus vous allez pouvoir délivrer ce sang. Si vous n'avez pas de CO2, votre sang, on va dire, schématiquement, va être basique. Donc, votre sang, lui, va être égoïste, il va garder tout l'oxygène pour lui. Vous n'allez pas pouvoir le payer en CO2, donc lui, il s'en fout, il garde tout l'oxygène pour lui. D'accord? Donc ça, c'est un problème. Ça veut dire que vous pouvez atteindre la syncope sur des distances que vous faites très facilement en respirant normalement, sans hyperventiler. Mais finalement, en ayant beaucoup d'oxygène en réserve, en stock, dans votre sang. Donc là, c'est vraiment un peu la loose. Donc c'est pour ça, l'hyperventilation, on ne la fait pas. Wim Hof, si vous voulez, vous pouvez le faire pour le froid. Pour le froid, quand vous faites une immersion au froid, d'accord? Mais pas en apnée, jamais en apnée. Wim Hof, pas d'apnée. La profondeur maintenant. On repart sur nos pressions partielles qui augmentent avec la profondeur. Allez, on y va. Je vous montre. D'abord là, c'est la pression partielle. Ok, ici, c'est la profondeur. Alors, on y va. On plonge. On est d'accord, on plonge. Donc, ici, on est à 10 mètres. Donc, ça veut dire que notre pression partielle d'oxygène va doubler. En plus, pour aller jusqu'à 10 mètres, on n'a presque pas fait d'effort, donc on ne peut pas dire qu'on ait consommé énormément d'oxygène. Donc, vraiment, notre pression partielle à 10 mètres aura doublé. Là, qu'est-ce qui se passe? On va continuer d'être au fond, ok? Alors, on va consommer. Bon, bah, très bien. Là, on arrive à notre pression qu'on avait au départ, pression partielle d'oxygène du départ. Mais on est toujours au fond. Ok? On continue, et puis là, il va falloir remonter. Et c'est là que notre pression partielle, elle, va chuter. Parce qu'au moment de la remontée, bah, au lieu de diminuer normalement, elle va diminuer avec la pression aussi. Elle va diminuer, on va dire, artificiellement, à cause de la pression partielle. D'accord? Donc ça va énormément impacter, là ça va avoir une grosse chute de pression partielle d'oxygène, et c'est là que ça peut être dangereux. C'est là qu'on peut atteindre notre seuil hypoxique. Et on voit que le CO2, lui, bah, forcément il augmente au début, hein, puis il reste à peu près stable parce qu'on arrive à le tamponner, grâce à des substances tampons dans notre sang, dans nos muscles. Et puis à la remontée, là, bah, il diminue, bah, logique, à cause de la pression partielle. D'accord? Donc, je reviens sur cette diapo-là. Si vous faites du statique au fond, imaginez donc, hop, vous allez à 10 mètres. Vous faites du statique, donc votre taux d'oxygène va diminuer, parce que vous êtes en statique, on est OK. Puis là, vous allez vouloir remonter. Donc, au lieu de diminuer lentement, et bah, pouf, chute brutale. Et c'est là qu'on fait une syncope. On passe à la loi de Henry, ou Henry, pour les anglophones. La loi de Henry, c'est la dissolution des gaz, d'accord? En fonction de la pression. Là, vous avez une belle seringue. Vous avez deux compartiments, l'air, le liquide. Si vous appuyez ici, vous augmentez la pression là, le gaz, petit à petit, va passer de l'air dans le liquide. Vous voyez, plus, on additionne. D'accord? Là, on appuie encore sur le piston. On va faire passer encore
de la pression ici. Hop, là, état d'équilibre. Maintenant, on tire sur le piston. On fait diminuer la pression, donc on augmente ce volume ici. Ça veut dire que le gaz contenu dans le liquide va devoir se libérer dans l'air. D'accord? On arrive ici, et en cas d'égalité. Alors, là, c'est l'explication sous forme de texte du petit schéma d'avant, d'accord? Donc, on considère une cuve contenant un liquide quelconque et fermée par un piston. La cuve est équipée d'un manomètre qui permet de mesurer la pression exercée sur le gaz. On exerce une pression A. Sous l'effet de cette pression, le piston s'enfonce, et quand le manomètre indique A, la pression s'arrête, on est d'accord. Au bout de quelques heures, le piston est descendu plus bas, et le manomètre indique toujours la pression A. Le piston s'immobilise définitivement. La pression est toujours de A. Au départ, le gaz est comprimé à la pression A. Les liquides sont incompressibles. Mais si le piston a continué à descendre, c'est que la quantité de gaz au-dessus du liquide a diminué. Cette quantité de gaz manquante s'est donc solubilisée dans le liquide. Quand le piston finit par s'immobiliser définitivement, il y a un équilibre entre la pression du gaz au-dessus du liquide et la pression du gaz dissous dans le liquide. Et cette pression est égale à A. En C, le petit c, nous augmentons la pression à une pression B et nous constatons le même phénomène. Donc en augmentant la pression du gaz sur le liquide, nous avons fait entrer une quantité supplémentaire de gaz dans le liquide. Si nous faisons l'expérience inverse, nous observons que le manomètre indique une valeur C, inférieure à A. Au bout d'un certain temps, en E, sur le petit schéma en E, le piston étant toujours immobile, la pression indiquée par le manomètre remonte lentement pour se fixer sur la valeur A. Nous sommes à nouveau dans un état d'équilibre. Conclusion, la pression, c'est la pression exercée sur le gaz. La tension, c'est la pression du gaz dissous dans le liquide. La dissolution d'un gaz dans un liquide n'est pas instantanée. Et c'est ça qui est très important. C'est pas instantané, d'accord? Retenez bien ça. Si la pression augmente, la tension augmente progressivement. Si la pression diminue, la tension diminue progressivement. On arrive au bout d'un certain temps à un équilibre, où la tension est devenue égale à la pression. Cet état de saturation est différent suivant la pression et varie dans le même sens que la pression. D'où l'énoncé de la loi d'Henry. À température constante et à saturation, la quantité de gaz dissoute dans un liquide est proportionnelle à la pression de ce gaz au-dessus de ce liquide. Vous avez peut-être la formule mathématique. L'expansion est liée à la pression du milieu dans lequel le gaz tente de pénétrer. Donc il y a saturation, sous- et sursaturation. La saturation, c'est l'état où la pression du gaz au-dessus du liquide est égale à la tension du gaz dissous. État stable qui n'évolue pas, c'est-à-dire la pression égale à la tension. La sous-saturation, un état où la pression au-dessus du liquide est supérieure à la tension du gaz dissous. Le liquide va recommencer à dissoudre du gaz pour tendre vers un nouvel état de saturation. D'accord ? État stable qui évolue vers la saturation. Maintenant, la pression est supérieure à la tension. C'est la sursaturation. D'accord ? C'est un état où la pression du gaz dissous est supérieure à la pression du gaz libre. Le liquide va éliminer du gaz pour tendre vers un nouvel état de saturation. État instable qui évolue vers la saturation. La pression est inférieure à la tension. C'est la sursaturation critique. La différence entre la pression du gaz et la quantité de gaz dissous dans le liquide est trop importante. Non seulement le gaz dissous s'échappe du liquide, mais en plus, il se dégage sous forme de bulles au sein de ce liquide même. Et ce sont des bulles qui, entraînées dans la circulation sanguine, vont provoquer les accidents de décompression. Donc c'est cette situation-là qui nous intéresse, d'accord ? Un petit schéma. La sursaturation est un état instable. Il existe une valeur limite au rapport tension du gaz dissous sur pression des gaz au-dessus du liquide. C'est le rapport SC, de sursaturation critique. C'est le rapport au-delà duquel le gaz dissous dans le liquide va s'échapper en formant des bulles. C'est une désaturation explosive. D'accord ? Ouais, c'est ici que c'est dangereux pour nous. Parce que, vous comprenez, le gaz là, il va vouloir faire des bulles. Il va essayer de dégazer dans l'air,
mais il n'y aura pas assez de temps. Ça va faire des bulles dans le sang. Donc, la température. Ça aussi, c'est important. Si la température augmente, les gaz se dilatent et leur quantité dissoute diminue. Il y a peu d'influence de la température sur la réduction des gaz en plongée, car celle-ci se trouve au niveau des échanges gazeux et donc varie peu. La surface d'échange. Plus la surface de contact entre un gaz et un liquide est grande, plus la dissolution sera rapide pour un même volume de gaz à dissoudre. C'est le phénomène de diffusion. La surface d'échange se situe au niveau des alvéoles pulmonaires. La diffusion, c'est la capacité d'un gaz à pénétrer à l'intérieur d'un milieu où sa concentration y est plus faible. Donc plus longue sera la durée, plus importante sera la quantité de gaz à se dissoudre, donc sa tension. D'accord ? Pour simplifier, la quantité de gaz dissous à saturation dans un liquide dépend de la nature du gaz et est liée de manière proportionnelle à la surface de contact et est liée de manière exponentielle au temps de contact et est liée, pour finir, de manière inverse à la notion de température. Et maintenant, on en arrive à pourquoi on vous parle de la loi de Henry. Parce qu'on peut faire des ADD, accidents de décompression. Toutes les parties du corps n'absorbent pas le gaz à la même vitesse, d'accord ? On appelle la période d'un tissu le temps nécessaire à ce tissu pour absorber ou restituer la moitié de la quantité de gaz qui lui manque, ou qu'il en a trop pour être à saturation. Lorsqu'un administre remonte trop vite après un certain temps passé au fond, il y a un accident de décompression. Cet accident se déclenche dans un tissu, se trouve avec une sursaturation qui a atteint en gros le double de la saturation normale à la profondeur où il se trouve. Le tissu en question a alors atteint son coefficient de sursaturation critique, SC, ou l'a dépassé. On appelle pas un accident de décompression, mais le syndrome de Taravana. C'est tomber fou ou devenir fou en tahitien. Donc dans quelle situation en apnée cet accident peut-il arriver ? Et à quel gaz est-il dû, même si on en a peut-être un peu parlé juste avant ? En apnée, ça va être le nombre de plongées et le temps de récupération qui va déterminer les risques de provoquer ce syndrome. En AIDA, la règle, ça concerne les intervalles de surface en 2 plongées en apnée est la suivante. Si vous plongez jusqu'à 20 mètres, le temps de surface doit être au minimum 2 fois plus long que le temps d'apnée. D'accord ? Donc pour aller à 20 mètres, on va dire on met 1 minute en tout. Donc, il faut au moins 2 minutes de récup. D'accord ? Au-delà des 20 mètres, le temps de surface doit être au minimum égal à la profondeur divisé par 5. Pour la fédération, pour celle à laquelle on est inscrite, on conseille de prendre le chiffre des dizaines et de multiplier par 3 pour la récup. Par exemple, on descend à 30 mètres. 30 mètres, ça fait 3 le chiffre des dizaines. On multiplie par 3, ça fait 9 minutes de récupération. Donc vous voyez que c'est important. Mais il n'y a pas de règle fixe, d'accord ? Il n'y a aucune étude qui a été réalisée. Surtout que chaque personne, en fonction de sa composition corporelle, de son hydratation, de son rythme cardiaque, de sa condition physique, de son âge, a un rythme différent d'assimilation de l'azote, d'accord ? Et aussi, il est conseillé d'avoir une vitesse de remontée inférieure à 1,5 m par seconde. Donc on ne remonte pas comme un ballon à fond. Mise en pratique, quand même. Il y a un docteur, il dit, il n'y a pas d'étude, mais moi je vais m'en faire une étude, d'accord ? Alors il est parti ce gars, il a fait une série de 60 apnées en 5 heures. Déjà il était motivé. Des apnées de 1 à 2 minutes d'immersion sur un fond de 18 mètres, avec une vitesse de remontée de 1,5 m par seconde. Et vous savez quoi, il a remarqué que c'était trop. Hein. Il s'est dit, oulala, en ressortant, après 3 heures, après la fin, il avait des nausées, des vertiges, des douleurs à la hanche et de genoux, des difficultés respiratoires et des signes neurologiques, perte de motricité du bras et anesthésie du bord de la main droite. On a dû le mettre dans un caisson à 6 atmosphères pendant 20 heures. Et il conservera comme signal une faiblesse du membre supérieur droit. Donc super son expérience. Tout ça pour dire qu'il faut prendre beaucoup de récup et pas multiplier les plongées profondes, avec un temps de statique au fond par exemple. Le mécanisme, c'est l'azote présent qui se dissout dans l'organisme sous forme de microbubules à la remontée. Elles s'agglomèrent et elles empêchent la circulation sanguine. Il peut y avoir des troubles légers, c'est cutané ou esto-articulaire, ou graves, neurologiques vestibulaires. Vestibulaire, c'est les vertiges. Quand vous êtes encadrant, vous allez accompagner vos élèves, souvent, au fond,
profond, mais vous pouvez faire la sécu parce que les autres ne sont pas encore prêts pour faire la sécu, donc vous êtes plus sujet à ça. Il faut faire très attention à prendre le nombre de récupérations assez suffisantes. Bon, les symptômes, on vient de les voir. Les facteurs favorisant apnée longue, profonde, répétée, l'âge, la vitesse de remontée, récupération en surface courte, des pratiques longues, la gueuse, le scooter sous-marin, la fatigue, la déshydratation, et la plongée bouteille avant ou après l'apnée. On pourrait dire aussi prendre l'avion après avoir fait de l'apnée. Conduite à tenir, comme d'habitude, protocole RIFA. Appliquer les gestes, surveillance des fonctions vitales jusqu'à ce que les secours arrivent. Et bon, vous pouvez pas le faire, mais il va falloir le mettre en caisson pour redissoudre toutes ces bulles. Alors, il y a des tables expérimentales pour les chasseurs, mais elles ne sont pas applicables à l'apnée, d'accord? Maintenant, on va voir l'hypercapnie. Donc, l'augmentation du CO2 dans les tissus. Pendant la ventilation, le CO2 produit par le corps peut s'échapper, mais en apnée, le CO2 s'accumule. Le CO2 se dissout dans les tissus. Il a besoin de beaucoup de temps pour s'échapper une fois la ventilation reprise. De trop courtes récup peuvent entraîner un excès de CO2. Il peut être responsable de troubles de la vigilance et de malaise. Dans un exercice hypercapnique, le taux de CO2 augmente au fur et à mesure des séries d'apnée. Par contre, le taux de O2 ne varie pas. C'est ce que je vous fais faire quand on a très peu de récup avec des distances courtes. Ça, c'est des exercices hypercapniques. On apprend ça pour décaler son seuil de tolérance au CO2 et donc avoir des apnées plus faciles après, d'accord? Ça, maintenant, c'est des résumés de tous les accidents qui peuvent y avoir lieu en apnée avec les lois physiques qui sont associées, d'accord? Donc, je reviens juste sur la diapo d'avant pour vous parler du CO2. J'aime bien le CO2. Il se dissout, il se met donc votre corps a des substances tampons pour tamponner le CO2, tamponner l'acidité. Donc plus vous allez travailler ça, plus ça va être facile, plus votre corps va pouvoir se battre contre cette acidité-là, d'accord? Plus vous allez tolérer le CO2, en plus vous allez être capable de relâcher l'oxygène que vous avez dans le sang. Donc plus vous allez pouvoir être performant sans avoir pourtant augmenté votre oxygène, sans avoir augmenté votre relaxation. C'est juste parce que comme vous êtes plus acide, vous allez pouvoir lâcher plus d'oxygène à vos muscles et à votre cerveau. Et deuxième petite chose, ça vous est sûrement arrivé, vous partez poumon plein, et puis à la fin de l'apnée, vous avez l'impression que vous pouvez quand même, vous avez un peu d'espace dans vos poumons. Ça, c'est dû à ce que vous consommez de l'oxygène, vous allez consommer plus de volume d'oxygène que vous relâchez de CO2 dans vos poumons. Parce que, comme je vous l'ai dit, le CO2, lui, va se dissoudre dans vos tissus, dans vos substances tampons. Et voilà. Je vous montre ça vite fait. Les accidents biochimiques, la syncope, on va pas les revoir, hein, la noyade qu'on a vue. Et voilà, la présentation est terminée.